Alors bonjour à tous, je reviens sur mon petit projet, mon petit bricolage là pour essayer de faire une sorte de petit jeu de rôle light en me basant un petit peu sur la mécanique d'HeroQuest, principalement sur la mécanique de combat d'HeroQuest parce que pour le reste on va trouver d'autres solutions. Il va falloir étendre un petit peu cette mécanique. Mais tout en restant dans quelque chose de très simple, parce que le but c'est de faire vraiment un truc très léger au niveau règles, qui soit juste quelque chose un peu pour l'initiation si on veut, et orienté plus jeu de rôle que mécanique pure de jeu. Donc je suis basé, comme j'ai dit, sur les feuilles de personnages là d'HeroQuest pour les étendre un petit peu, parce que donc il y a on va dire deux pans à cette histoire-là. D'un côté, on a la question mécanique, qui est comment on va faire un peu marcher le jeu, et à côté de ça, il y a la question matérielle, parce que ce qui serait intéressant, enfin ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est de garder tout le côté figurine et décor, un petit peu comme dans la version 4 de Donjons et Dragons, on va dire, qui était quand même beaucoup orienté figurine. Et dans ce cadre-là, on va imaginer un peu un scénario avec des scènes qui se passeront dans des décors. Alors, toutes les scènes ne sont pas obligées de se passer réellement dans un décor visible avec des personnages, mais euh, voilà, le but c'est de recréer un peu ce genre ce genre d'atmosphère, et donc d'avoir comme ça, dans un scénario en prévision, on va dire peut-être trois scènes, un peu comme une pièce de théâtre avec des actes qui vont se passer dans trois lieux différents et qui vont reprendre pour une certaine partie la mécanique d'HeroQuest. Donc, on passera dans un second temps plutôt à la question des combats, parce que c'est le plus simple en fait, parce que pour le coup, je compte pas toucher grand chose à la mécanique d'HeroQuest, qui est très simple et qui, me semble-t-il, convient bien. Mais les jeux de rôle, c'est pas que des combats. Donc, si on reprend un peu les grands archétypes qui sont proposés dans la boîte d'HeroQuest, on a un nain. Voilà, là j'ai fait une fiche pour un nain. On a un nain, un barbare, un magicien, un enchanteur et un elfe. Ces grands archétypes, on peut les adapter ensuite pour créer d'autres types de personnages, mais on va rester toujours un petit peu dans le même ordre d'idées, à savoir que les personnages donc auront six caractéristiques: la force, la dextérité, l'intelligence, la constitution, la perception, le charisme. Ces six caractéristiques-là, à mon avis, permettent de couvrir beaucoup de situations de jeu, encore une fois de façon très simple. Et ça va permettre d'avoir des compétences avec lesquelles on va pouvoir faire des jets de compétences. Alors c'est pareil, je vais garder uniquement des D6. Je compte pas introduire d'autres dés, que ce soit des... Alors éventuellement on peut du D12 ou des trucs comme ça, mais c'est pas très intéressant. Autant garder, de faire simple et de garder des D6 pour toute la mécanique du jeu. Donc là, en gros, ce qui est entre parenthèses, c'est on va dire, la compétence de base de chaque archétype. Alors là, pour le nain, par exemple, alors j'en ai créé pour chaque... on va prendre le nain comme exemple, mais j'ai créé des feuilles comme ça. J'en ai un là pour le barbare, par exemple. Donc on voit, c'est pas exactement la même chose. C'est, si ma mémoire est bonne, 20 points qui sont répartis dans les 6 caractéristiques. Ça, c'est de base, c'est pas le joueur qui décide. Donc on voit tout de suite, par exemple, que le barbare aura une force de 6. Voilà, une intelligence de 1, parce qu'il dit pas fut-fut. Perception de 2, dextérité de 3, constitution de 5, charisme de 3. De mémoire, c'est 20 points que j'ai répartis dans toutes les caractéristiques. L'elfe, c'est encore autre chose, et le magicien, c'est encore autre chose. Alors, encore une fois, on est dans quelque chose de simple, donc on va pas avoir des races et des classes comme dans beaucoup de jeux. On va rester sur ce que propose HeroQuest. Donc lors de la création du personnage, on va reprendre un peu le principe. Il va y avoir le nom, le type de personnage, on va avoir les dés d'attaque, les dés de défense, tout ça je vais le reprendre globalement d'HeroQuest, les points de vie.
Je vais peut-être augmenter un peu les points de vie par contre, parce que ça c'est quelque chose pour l'instant auquel j'ai pas réfléchi. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de points de vie. Alors sur une petite aventure ça va, sur un petit scénario d'HeroQuest ça va, mais peut-être sur une partie plus longue, peut-être qu'il faudra qu'ils aient un peu plus de points de vie. Ça c'est à voir. Et l'esprit, peut-être je modifierai rien. Je sais pas encore. De toute façon, l'esprit, je sais pas trop encore non plus comment je vais l'utiliser. Je vais quand même garder ces caractéristiques-là. Elles sont de base ici. Lors de la création donc du personnage, les joueurs pourront répartir 6 points dans ces caractéristiques. C'est pour ça que là, on a des caractéristiques de base qui sont entre parenthèses, mais c'est pas les caractéristiques qu'auront les personnages en début de jeu. C'est le joueur qui va décider comment il souhaite répartir ces 6 points. Alors, il peut très bien faire ça de façon totalement, égalitaire en accordant 1 point de plus à chacune de ses caractéristiques, ou alors il peut un peu personnaliser son personnage en rajoutant un peu plus de points dans certaines caractéristiques, sachant que j'ai dans l'idée que dans un premier temps, sur les 6 points à répartir, on ne peut en rajouter au maximum que 2 à une caractéristique. Mais si on veut, par exemple, on peut avoir un nain qui a une force de 6, qui a 4 en intelligence, il va rester 2 points, et là, à voir comment on répartit les 2 points qui restent entre le charisme, la constitution. Les caractéristiques, là, elles me semblent assez parlantes, on voit à peu près à quoi ça peut servir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire des tests en fonction des épreuves qui vont se présenter, on va appeler ça des défis. En gros, je pense que le plus simple, c'est encore de décider un peu à l'avance si un défi est facile, moyen ou difficile. Et en fonction, on va lui accorder un nombre à battre sur la caractéristique plus un D6. Donc par exemple, imaginons que les aventuriers, les joueurs, se retrouvent face à une porte qui est fermée, une lourde porte. Donc là, le nain, imaginons qu'il s'est accordé 2 points de plus en force, donc il va le noter. Ici, en fait, sa caractéristique de force, ça sera 6. Et moi, je sais, alors est-ce qu'on le dit aux joueurs? Pas forcément d'ailleurs, mais s'il veut essayer d'ouvrir la porte, il faut qu'il fasse un test de force. Moi, je sais que pour arriver à ouvrir cette porte, par exemple, il faut faire un 10. Faire 10 ou plus que 10. Donc il va jeter un dé, il a 6 en force, s'il fait un 4 ou plus, il a réussi à ouvrir la porte. Voilà en gros le principe qui peut se combiner avec n'importe laquelle de ces caractéristiques, sachant que la dextérité, ça sera plus pour des trucs d'adresse, d'agilité, l'intelligence pour éventuellement comprendre des inscriptions, des choses comme ça, la constitution, voir si on résiste à un empoisonnement, la perception, c'est un peu savoir s'il y a un peu le 6e sens, des choses comme ça, savoir ce qu'on arrive à observer dans l'environnement, si on entend des bruits, voilà. Et le charisme, c'est tout ce qui va concerner les dialogues avec les PNJ. Est-ce qu'on va arriver à convaincre quelqu'un dans une conversation? Le but étant d'utiliser au minimum ce genre de choses, puisque l'objectif, c'est vraiment de régler ça le plus possible par le dialogue et le gameplay. Et le roleplay, même plus exactement. C'est beaucoup plus intéressant que les joueurs arrivent à trouver des solutions aux problèmes de façon comme ça un petit peu imaginative, plutôt que juste en lançant des dés. Voilà. Donc, pour la question mécanique, on va dire, c'est très simple. Alors, on a un mouvement qui est de 8. Ça, je pense que je vais le laisser à 8 pour tout le monde, comme ça sera beaucoup plus simple. C'est le mouvement de base, sachant que le mouvement de base, pour tout ce qui est phase de roleplay, finalement, il aura peu d'importance, parce que les gens placeront leurs figurines où ils ont envie, ils disent qu'ils se déplacent, ça n'a pas tellement d'importance, ça a beaucoup plus d'importance dès qu'on va passer à des combats, évidemment, puisque là, c'est le mouvement par case, pardon, de combien les figurines vont pouvoir se déplacer, et donc il y aurait une valeur de course, éventuellement, qui serait du mouvement plus un D6, sachant que pour l'instant, mais encore une fois tout ça je suis en train de bricoler, je suis pas tout à fait sûr de moi dans tout ça, c'est
c'est en cours de fabrication, on va dire. La course, ça serait la seule action qu'on peut effectuer à son tour. On court, on peut donc aller plus vite et s'éloigner, par exemple, d'un danger, mais on peut pas attaquer, on peut rien faire d'autre. Et puis aussi, pour les combats, toujours, je pense que ce serait intéressant qu'il y ait une notion d'initiative qui serait basée sur la perception plus un D6. Sachant que pour les monstres dans HeroQuest n'ont pas de perception, ils n'ont pas d'ailleurs de caractéristiques particulières. Alors rien n'empêche de leur en attribuer d'ailleurs, dans le cadre d'un scénario. Donc pour les monstres, on peut par exemple lancer un D6. 2D6, pardon, voilà. Et puis bien entendu, celui qui a la plus grande initiative commence, et ainsi de suite. Je préfère ça plutôt que le tour de jeu façon HeroQuest, où ça serait les joueurs, puis le maître de jeu. Là, ça sera les joueurs et les ennemis en fonction de leur initiative, sachant que comme dans tous ces jeux-là, dans le petit exemple de partie que j'ai montré après, je l'explique, mais on va pas on va pas individualiser l'initiative pour les monstres. Ça sera chaque groupe ou type de monstre aura une initiative. Les orques auront telle initiative, les gobelins telle initiative. Voilà, ça va simplifier la tâche. Donc on voit plutôt un truc très très simple au niveau mécanique et qui devrait permettre logiquement de pas trop se perdre dans des règles et des machins, et plus se concentrer sur la partie. Alors ce qui est intéressant avec HeroQuest, c'est tout le côté décor et figurines. Le problème, c'est que HeroQuest, ça je l'avais dit quand j'avais fait un petit bout de présentation du jeu, ne présente qu'un grand plateau qui n'est pas modulable. Enfin, en tout cas, le plateau, lui, il bouge pas. On n'a pas de sentiment de découverte. Et on ne fait que déplacer des portes ou des ameublements en fonction de la configuration du donjon. Et bien sûr, on place des monstres. Donc là, l'idée, ça serait de trouver des décors différents et beaucoup plus variés. Donc, il y a plein de solutions en fonction de ce qu'on a à la maison. Par exemple, on peut aller taper des tuiles dans les jeux de plateau Donjons et Dragons. Il y a des tuiles qui peuvent être utilisées dans comment ça s'appelle, Shadow of Brimstone éventuellement. Tout ce qui, en fait, toutes les tuiles où il y a des cases dessus peuvent être utilisées pour créer un décor et un donjon. Et l'avantage parce qu'il y a quand même un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que pour ce qui est par exemple des jeux que moi je possède, la gamme Donjons et Dragons par exemple, là on peut créer un donjon que les joueurs vont découvrir au fur et à mesure. Donc c'est intéressant, on s'éloigne du concept d'HeroQuest avec son plateau fixe. Il y a quand même un petit défaut, c'est que les tuiles de Donjons et Dragons sont vraiment pas jolies, je trouve. Et que finalement je me suis dit, alors on peut le faire, ça peut être l'objet de certains scénarios, mais finalement avoir un décor fixe, c'est pas très grave. C'est pas très important. L'important, c'est d'avoir un décor et des figurines. C'est ma conception du truc pour le moment, en tout cas. Donc pour ça, comment on peut faire ? Alors, il existe des compagnies qui vendent pas mal de trucs. Moi, j'ai opté pour un truc que j'avais, donc que je vais montrer, qui fonctionne pas mal et surtout qui, on va dire, esthétiquement est assez sympa. Donc, je sais plus du tout qui fait ça. Si, ça s'appelle Lock. C'est marqué là. Voilà. Lock Battle Mats. Faut chercher ça. Ça se vend un peu partout. C'est pas donné. Moi, il y a des trucs que j'avais achetés quand c'était en promo. Mais c'est pas souvent en promo. Là, j'ai vu les prix. En gros, par exemple, ça, il faut compter 40 balles. En fait, il faut compter 40 balles par livre. Parce que ce sont des livres. Ça fait penser beaucoup. Alors là, il y a une protection. Là-dedans, il y a 2 bouquins, par exemple. Là, ce sont les villes et les tavernes. Ça fait penser beaucoup à la solution qu'ils ont trouvée pour Gloomhaven. À savoir des bouquins, comme ça. Alors, il y a dans Dungeons and Taverns, il y a 2 volumes. Donc ça, c'est par exemple, le volume 2. Alors, on va regarder un peu comment ça marche. Voilà. Donc c'est assez grand, on voit quand même. Alors là, on va se dire, c'est pas joli. Non, parce que l'avantage, c'est qu'on peut aussi, éventuellement, ces feuilles-là sont plastifiées, donc avec un feutre effaçable, on peut créer à la volée des pièces, des donjons,
voir tout ce qu'on veut en fait, qui permet de faire évoluer des figurines. L'avantage, encore une fois, c'est que tout est constitué de cases. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce genre de truc-là. Voilà. Donc là, on a un décor, par exemple, en extérieur, ce qui permet de pas rester juste dans des donjons. On a une sorte de petite ferme, voilà. Ici, un petit jardin. Alors, je vais feuilleter vite. Je crois que sur YouTube, on trouve des présentations des différents ouvrages. Donc après, les gens peuvent aller voir ce qui les intéresse. Je pense pas qu'il faille tout acheter, parce que ça revient cher quand même. Et puis déjà, avec quelques bouquins, on peut pas mal s'amuser. Je crois que... Alors, vite fait quand même, des trucs comme ça, là, sous ce format-là, où il y a 2 bouquins dedans, je crois qu'il y en a 2. Il y a Towns and Taverns, et il y a... l'autre, je l'ai là, c'est le donjon, The Dungeon, voilà. Donc je le montrerai après. Et là, il y a 2 bouquins à chaque fois dedans. Alors on va voir pourquoi c'est pas mal qu'il y ait 2 livres. Donc voilà, alors on peut faire comme ça, ouvrir en grand, mais si on veut juste faire, à la limite, une toute petite map où il va juste se passer une petite scène, où il n'y a pas forcément de combat d'ailleurs, mais histoire de représenter un peu la scène, et ben voilà, on peut placer, ils placent leurs figurines, et puis voilà, on déroule la scène, on fait les dialogues, on fait du roleplay, quoi. Mais avec un décor. C'est ça que je trouve pas mal, assez attrayant. Donc, je continue. Voilà, là on a des villes, enfin une ville, avec des petites ruelles, des maisons. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de trucs. Ça ressemble quand même pas mal à HeroQuest finalement. Des pièces avec des ouvertures. Et donc l'avantage, je vais montrer après. Encore une fois, je vais pas tout passer. Ça c'est une taverne, donc qui est assez cool. Là, c'est pareil, ça a l'air d'être une taverne avec peut-être une piste de danse ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, il y en a comme ça, je ne sais plus combien. 40 pages. Voilà. 40 pages. Donc, on voit qu'on peut vraiment varier les environnements. Alors là, c'est beaucoup plus neutre, mais ça peut aussi servir, puisqu'on peut mettre éventuellement des décors. On a les décors d'HeroQuest dont on peut se servir. Les décors en plastique, je veux dire, et puis peut-être d'autres jeux aussi. Voilà. Donc, il y en a un deuxième qui présente pas exactement la même chose. Voilà. Heureusement d'ailleurs, ça serait pas très intéressant. Mais l'astuce, je vais le montrer tout de suite, c'est que si on veut faire une grande map, on peut parfaitement accoler les deux. Alors là, ça correspond pas, il faut que j'aille plutôt vers le... On est quoi, page 6 là, sur le deuxième. Donc je vais aller page... Je vais retrouver la bonne page. Page 6 ici, voilà. Là, on voit tout de suite que le style est beaucoup plus ressemblant. Et donc, on peut créer comme ça une très grande map. Alors là, je l'ai faite dans ce sens-là, mais on peut la faire dans l'autre sens. On peut aussi juste faire un truc en L, comme ça, par exemple. Voilà, ça marche très bien. On peut le mettre bout à bout. Enfin, voilà. Là, après, c'est comme on veut. Et là, on voit qu'on a quand même... on peut faire toute une scène dans un village qui pourrait déboucher sur un combat ou pas, où les joueurs peuvent enquêter, peut-être dans les maisons. Enfin, je trouve que ça permet quand même d'avoir, ça fait appel pas mal à, en tout cas, ça éveille des possibilités en voyant les différentes scènes. On se dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire ça. Le deuxième, donc qui est le même principe que Towns and Taverns, c'est le Book of Battlemat des donjons. Alors là, on va être dans quelque chose qui est, pour le coup, très très HeroQuest, avec des donjons. Voilà, donc des grandes salles, des petites salles, des salles inondées. On voit que voilà, esthétiquement, la qualité est bien meilleure. On voit un petit reflet parce qu'encore une fois, c'est plastifié, donc on peut faire une croix avec un marqueur effaçable. Ça peut être sympa, notamment pour des endroits, parce qu'on n'est pas obligé de se servir de toute la map. Si par exemple ici, je considère, imaginons que cette salle-là, il y a une ouverture ici. Mais imaginons que cette ouverture, je veux pas l'utiliser, je peux très bien mettre un coup de marqueur, griser, et dire non, en fait, ici, il y a un éboulement, et mettre une porte ici. Enfin, voilà, on fait ce qu'on veut. Et là, c'est pareil, il y en a deux, ce qui veut donc dire que on peut créer... Ça, c'est la page 18. Alors, souvent, les pages correspondent, hein.
Voilà. On peut créer de très grands donjons. Voilà. Avec des grands couloirs et des pièces et tout ce qu'il faut en fait. Voilà. Alors là, c'est pas mis comme il faut. Mais l'air de rien, sur la table, ça fait un joli plateau. Hein. Alors c'est pas aussi grand que le plateau d'HeroQuest et encore, je ne sais pas. C'est pas fichu exactement pareil, mais l'échelle est quasiment la même. Hein. Donc voilà. Et là, pareil, on peut mettre ça comme on veut, dans tous les sens. Enfin, y a pas de souci. Donc ça, c'est les trucs qui sont vendus par deux là. Books of Battle Mats. Ils vendent aussi les Giant Book, alors ça c'est des formats A3, ça c'est le volume 2, j'ai le volume 1 et le volume 2, même principe, des feuilles plastifiées, alors là on retrouve un peu ce qu'on trouvait là, on a plus une étendue, une grande étendue d'herbe on va dire, alors c'est pareil, hein, pas là comme ça, à part un terrain de foot, je vois pas trop ce qu'on peut en faire, mais éventuellement on peut placer des trucs dessus, là on a une forêt, alors les forêts, ils ont choisi un truc. Bien entendu, s'ils faisaient le feuillage, on verrait rien. C'est logique. Il y aurait le feuillage là, et donc on voit pas ce qui se passe en dessous. Ou alors il faudrait faire un effet de transparence. C'est pas ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de montrer les troncs. Le problème, c'est que ils montreraient les troncs en noir. À la limite, on comprendrait. Mais là, on a l'impression que la forêt a été coupée. Bon, il suffit de dire qu'en fait, la forêt est pas coupée. Mais c'est intéressant parce que donc il y a des cases partout. Je sais pas si on les voit bien sur l'image, mais en tout cas, il y a des cases partout. Et donc là, on peut même faire jouer des questions de ligne de vue, de couverture, par rapport aux arbres et tout ça. Donc là, par exemple, un décor d'une tour dans la nature. Encore une fois, on ne peut utiliser, si on veut, que ce côté. Celui-là, on le replie par-dessous. Et si on veut faire très grand, bien, on prend son grand frère, qui est le Giant Book of Battle Mat. Ça, c'est le 1, je crois. Et voilà, et on peut coller les deux ensemble. Alors là, ça fait un très grand plateau de jeu. Pour le coup, je vais pas le faire parce que j'ai pas la place. Il faudrait que j'utilise toute ma table. Presque pas toute ma table, mais ça utilise bien plus d'une moitié de la table. Donc ça fait vraiment un grand plateau. Et il y a plein de scènes différentes. Un embarcadère, on se retrouve avec une forêt. Ici, des ruines. Voilà. Et là, on a vraiment un terrain de jeu très sympa. Là, par exemple, ils peuvent partir en bateau. Donc là, voilà, on a la petite plage pour aller jusqu'au bateau. Ensuite, si on veut qu'il se passe des trucs dans le bateau, tiens, ça, je montrerai ce que c'est après. Et ben, on replie comme ça. Je vais ranger ça. Ça sert plus à rien. Donc, je l'ai montré. Donc là, voilà, l'idée c'est d'avoir comme ça des scènes, des décors assez variés. Et je pense que déjà avec ça, on a une variété de trucs, on a de quoi faire quelques scénarios. Hein. Voilà, on part en bateau, terminé, on a replié, on est juste sur le bateau et il se passe une scène sur le bateau. Bon, je crois qu'on a compris le principe. Encore une fois, allez voir sur YouTube, cherchez Book of Battle Mats et vous allez trouver la présentation des différents. Là, c'est le volume 1 et le volume 2. Je crois qu'il y a un volume 3 qui est sorti. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de trucs en plus que ce qu'il y a là. Bon, voilà. Et tout ça, ça coûte en gros une 40aine d'euros. Je veux pas dire de bêtises. Donc c'est pas donné. Hein. Mais c'est du beau matos. Moi, je trouve que c'est vraiment du matos de qualité. Et ça a l'air solide. Enfin, c'est des feuilles en carton plastifié assez épaisses. Alors c'est pas du carton non plus, c'est pas du plateau de jeu, mais on voit que ça tient la route, quoi. Et ils sortent aussi la même boîte. Ça, je sais plus le nom, je le mettrai dans les commentaires. Des feuilles comme ça, qui sont en fait des sortes de vignettes autocollantes, mais décollables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a utilisées, on les recolle là-dessus. D'ailleurs, je vois qu'il m'en manque une là. Je sais pas où je l'ai laissée. J'ai dû la laisser sur une des maps. Tiens, on va essayer de la retrouver. On va essayer de la retrouver. Il me manque un arbuste. Alors, où est-ce que je l'ai laissé, cet arbuste ? Tac. Je l'ai laissé quelque part. Pas ici. Pas là. Peut-être dans l'autre. Il est peut-être par là. Non, je sais plus où il est. Ben, ça, en fait, ça se colle, par exemple, ici, là, et ça se colle tellement bien, enfin, du moins, ça se fond dans le décor, donc on dirait vraiment qu'il y a un arbuste, quoi, sur le... Bon, il faudra que je le retrouve, je sais plus où il est. Voilà, et là, c'est pareil, ça permet, par exemple, de créer des murs, des petites ruines. Alors, par exemple, les grandes étendues herbeuses, là, comme j'ai montré, ben, on peut un peu
Si on veut vraiment un truc très précis, qu'on a une idée très précise de ce qu'on veut faire, on peut utiliser ces machins-là. Voilà. Alors ça, c'est pas très cher, je sais plus combien. Ils en vendent, il y a 5 ou combien de feuilles? 5 feuilles, je crois, dedans. 2, 3, 4. Là, j'ai 4 feuilles, mais il y en a peut-être plus que ça. Peut-être qu'il y en a une quelque part qui traîne. Peut-être 4 ou 5 feuilles, enfin, je ne sais pas. De toute façon, je les avais rangées où? Bon, bref, on a compris le principe. Hein. Ah ben là, tiens, par exemple. Ici, j'ai un sac à dos. Un sac à dos, un sac de couchage. Donc là, comme on voit, hop. Hop là, voilà, on le décolle comme ça. Je vais aller le recoller avec ses petits copains. Sauf que je les ai pas. Ah, c'est ça, il me manque une feuille. Il y a une feuille qui doit se balader, je sais pas où elle se balade. Où est-ce qu'elle est, la feuille? Elle est là, la coquine. Là, voilà. Donc là, hop, petit sac à dos. Sac à dos, décidément. Sac de couchage, voilà. Hop, on le remet là, terminé. Et ça se colle et ça se décolle sans aucun problème. Donc a priori, il me manque un buisson. Si je me trompe pas. Ouais, j'ai un buisson qui a disparu. Il faudra que je cherche, il doit être collé quelque part. J'ai dû faire des essais et il est collé quelque part dans une... Ah il est là. Voilà. Hop. Donc, alors il faut un peu d'ongles quand même. Hop, et voilà. Décollé. Terminé. Alors, est-ce qu'au bout de 40 décollages, recollage, ça va arrêter de coller? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas de colle en fait. Hein. C'est juste la matière qui fait que ça colle. Bon, je crois pas que ça posera beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, on a compris le principe. Le but, c'est d'avoir des décors. Et après, il va falloir remplir ces décors. Alors, quand on a plein de jeux, comme plein de monde a plein de jeux, on peut utiliser des figurines. Donc, moi, j'ai toutes mes figurines des jeux Donjons et Dragons. Il y a quand même 6 boîtes, je crois. Donc, ça fait plein de figurines. J'ai mes figurines d'Heroescape qui sont peintes. J'ai mes figurines de Runbound. J'ai mes figurines de... Qu'est-ce que j'ai comme jeu? Talisman, il y a des figurines aussi dedans. Quoi d'autre? Bon, là, il n'y a rien qui me vient, mais enfin, si, Shadows of Brimstone, éventuellement pour les monstres, enfin, bon, des figurines, voilà, il y en a plein. J'en ai plein. Le mieux, c'est d'avoir des figurines peintes, évidemment, c'est encore plus joli, et puisque j'ai la chance d'avoir quelques jeux avec des figurines peintes. Donc, il y a de quoi s'amuser. Si on n'a pas assez de figurines, on peut aussi, et je pense que c'est pas une mauvaise idée, se pencher vers ce genre de solution-là. Alors ça, j'ai acheté ça il y a plusieurs années. C'était en promo, je sais plus sur quel site, c'était presque du déstockage, je crois. C'est Paizo qui faisait ça, donc Pathfinder. Et ils avaient 2 boîtes, la boîte à monstres et la boîte à PNJ. Parce que oui, le problème qu'on peut avoir, c'est qu'un jeu de rôle, c'est pas que des combats et des monstres, il y a aussi des personnages. Alors on peut parmi nos figurines trouver des personnages, des marchands, des trucs comme ça, mais c'est pas trop ce qu'il y a dans les boîtes de jeu en règle générale. Il y a des héros et des monstres. Donc j'ai une boîte à monstres. Alors le principe, toujours pareil, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait pour Gloomhaven. C'est des petits standees en carton qu'on va mettre sur des socles. Alors, je vais pas les sortir là parce que j'en ai plein. Je sais même pas comment c'est classé en fait. Mais voilà, on en a plein. Enfin là, j'en ai plein. L'avantage, c'est que c'est très varié. J'ai plus aucune idée du prix que j'avais payé ça. Sachant que je l'avais payé en promo, ça j'en suis sûr. Donc je sais même pas si c'est encore trouvable. Faut chercher boîte à monstres et la boîte à PNJ. Donc voilà, il y a j'en ai plein. Donc après, évidemment, si à un moment on a une idée de scénario, il va falloir aller chercher là-dedans peut-être la bestiole qu'on n'aura pas en figurine, mais qu'on trouvera en carton. Moi, ça me dérange pas du tout, personnellement. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais je préfère largement, à la limite, ce genre de truc qui est coloré. Si c'est bien dessiné, si les illustrations sont jolies, je préfère ça que à la limite des figurines en plastoc grises ou bleues ou je sais pas quoi, parce que j'ai quand même beaucoup de figurines qui sont pas peintes moi, et c'est sympa, mais déjà ça fait beaucoup de plastoc je trouve, et puis c'est pas si joli que ça en fait, si c'est pas peint. Et moi voilà, je peins plus trop, ça fait longtemps que je peins plus, donc hop. Et donc le plus intéressant je trouve pour moi c'est la boîte à PNJ, où là c'est comme son nom l'indique des PNJ. Donc il y a des gardes, il y a des... Ça par exemple c'est quoi? Alors c'est les noms dans Pathfinder, hein. Mais on peut même les utiliser en ennemi, ceux-là presque. Certains on peut les utiliser en ennemi. Je pense qu'il y a
On retrouve même, j'avais utilisé ça, je crois, à l'époque, quand j'avais joué à Pathfinder, le jeu de cartes. Je crois que j'avais utilisé des standees là qui venaient de cette boîte-là, où j'avais retrouvé d'ailleurs les héros du jeu de cartes. Ils sont quelque part, c'est peut-être ceux qui sont là en vrac là. Voilà. Donc un prêtre vivisectionniste. Alors c'était bien dans cette boîte-là. Hein. Pourtant il a vraiment un nom qui fait penser à un ennemi. Le seul truc que je trouve dommage, je pense que ça doit exister, mais j'avoue que j'ai pas trop cherché parce que j'ai pas trop envie d'acheter des trucs. Hein. J'ai plein de trucs. Le but c'est d'essayer d'utiliser au maximum des trucs que j'ai. Le but dans cette histoire, alors je sais pas ce que ça va faire, si j'arriverai à faire une partie un jour de ça ou pas, mais c'est de faire simple, très simple. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'HeroQuest, il est facile à sortir. Voilà, tout simplement. Là, alors, encore une fois, je différencie les deux. Là, je reparle du jeu de plateau HeroQuest, hein, auquel moi, au niveau des règles, je vais pas toucher grand-chose. Il y a quelques petites adaptations, mais voilà, qui sont un peu faites par tout le monde. Mais là, c'est pas la question. Là, c'est autre chose. On parle d'une adaptation de jeu de rôle d'HeroQuest. Bref, donc je reparle du jeu de plateau HeroQuest. Je reviens sur le sujet du jeu de plateau. Il est facile à sortir. Les règles sont faciles à comprendre. Ça s'installe relativement vite. Et les parties, alors peuvent être assez longues d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de problème. Contrairement à des jeux qui sont sûrement beaucoup plus complexes, donc peut-être plus intéressants sur la durée, notamment avec une possibilité d'évolution des personnages. Tiens, j'en ai pas parlé d'ailleurs ça. Faudrait que je vois comment on peut faire évoluer les personnages. Peut-être leur faire gagner des points de compétence après chaque scénario. Ils jettent un D6 et puis ils se répartissent les points de compétence pour augmenter de niveau. Leur donner des dés, par exemple, un dé d'attaque supplémentaire. Enfin bon, il y a plein de solutions. Ça faudrait y réfléchir. Le tout, en fait, c'est pas tellement ça. Le tout, c'est que ça soit équilibré et d'adapter le niveau des monstres au niveau des héros. C'est surtout ça le plus important. Le niveau des monstres et des défis. Oui, tout ça pour dire que, parce que je me perds à chaque fois, je pars dans des chemins de traverse, que des gros jeux comme Shadows of Brimstone, par exemple, alors bien sûr c'est sympa, il n'y a pas de problème. Le jeu est cool, moi je l'aime bien ce jeu. On peut monter en expérience, on peut faire plein de trucs. Ils ont sorti tellement d'extensions et tellement de trucs, j'en ai un paquet, parce que moi j'avais pledgé, alors j'avais pas pris la totale, hein, mais j'avais pledgé pas mal de trucs quand même. Le seul problème c'est qu'on peut pas faire une partie de Shadows of Brimstone comme ça au débeauté, c'est impossible. On met déjà, je sais pas là, si je devais faire une installation de Shadows of Brimstone, ça me prendrait déjà peut-être 1 heure. Pour tout installer, retrier mes cartes. Alors même si j'ai essayé de ranger ça comme il faut, mais enfin, c'est compliqué. Et puis on peut pas faire une partie et ranger, c'est pas possible. C'est le genre de jeu en fait, il faudrait avoir une pièce dédiée à ça, avec une table dédiée à ça, où ça reste tout le temps dessus. Voilà. Là on serait tranquille. Et le jeu, personnellement, dans ce cas-là, j'y jouerais beaucoup plus. Quand j'ai beaucoup joué à Shadows of Brimstone il y a quelques années, il était tout le temps sur la table. Il a pas bougé de la table. Une fois qu'il a été rangé, trié, ben voilà, pour le ressortir, après, c'est la galère. C'est pas le cas avec HeroQuest. Je pense que là, le jeu de rôle en question, là, l'idée du petit jeu de rôle, ça serait un truc assez simple à sortir finalement aussi. Le seul truc qu'il faudrait prévoir à l'avance, c'est les PNJ et les monstres. Bon, on connaît son scénario, donc on se les met de côté. Pour le reste, ma foi, bah voilà, il y a des feuilles de perso, il y a des cartes que j'ai montrées. Finalement, c'est des cahiers. On n'est pas obligé de tous les avoir. Hein. Voilà, on choisit un petit peu. Donc, ça me paraît pas trop compliqué. Et on reste quand même sur un truc avec des décors et de la figurine. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Je pense que j'oublie rien. Je sais pas. Voilà, je vais continuer à bricoler ce machin-là. Je vais voir s'il y a moyen que ça fonctionne. Mais de toute façon. Je vais terminer cette vidéo. Et juste derrière, à la suite, il y a un petit exemple que j'ai tourné hier, je crois, pour montrer un peu ce que ça peut donner dans l'absolu. Alors dans une idée, bien sûr, où je suis tout seul et donc c'est pas vraiment une partie, mais c'est pour montrer un petit peu comment ça fonctionne sur un plateau de jeu. Donc voilà, je m'arrête là. Je vais encore bricoler le truc, mais c'était un peu pour présenter ce machin-là, et puis j'essaierai de voir si éventuellement je fais une partie, alors ça sera pas tout de suite, mais si j'arrive à faire un petit truc, bah peut-être je donnerai des nouvelles et je dirai comment ça s'est passé. Voilà. Allez, à plus dans une prochaine vidéo, éventuellement. Ciao.
Donc là, on a l'exemple d'une scène qui est donc créée avec le Giant Book of Battlemat. Et on est avec notre groupe d'aventuriers. Donc il faut imaginer qu'il y a eu tout un scénario avant. Là, ils sont dans un campement. Alors j'ai utilisé les sortes de petites tentes. Ça, c'est des trucs qui vont se décoller après avec le feu de camp. Là, voilà. Donc là, on a le magicien et l'elfe qui sont dans une tente. Et là, j'ai pris une barbare. Alors tout ça, c'est des trucs mélangés de plein de jeux en fait. Ça, c'est Heroescape. Donc on voit, ça dépasse un peu les cases, mais on s'en fout en fait. Ça marche très bien. Euh, Là, on a là, c'est un vieux truc que j'avais de je sais même plus quel jeu. Ben, peut-être Advance HeroQuest, ça. C'est pas impossible. Je crois que c'est ça. Ça me dit quelque chose. Il est peint celui-là, parce que ouais, quand j'étais jeune, je sais même plus si c'est moi qui l'avais peint d'ailleurs. Mais bon, bref. C'était il y a longtemps, mais on a un magicien, un elfe ici avec un arc, ce qui n'est pas le cas dans le jeu HeroQuest, mais moi je lui ai mis un arc. Donc il va avoir un arc et une dague par exemple. Enfin voilà, après tout est possible, on est dans un jeu de rôle. Et pareil, tiré de Heroescape, hein, on le voit à ces trucs qui sont assez larges là, et puis avec des couleurs de feuilles. L'avantage c'est que tout ça est peint, donc c'est sympa. Regardez. Et ici on a une barbare, j'ai pris une barbare. Enfin, c'est le style barbare en tout cas. Et elle est tirée de, si je me trompe pas, Mage Knight. Voilà. Et on voit tous les socles sont différents, mais comme j'ai dit, je m'en fous. C'est juste pour montrer. Donc là, imaginons un petit scénario, une petite aventure où nos héros ont été envoyés en mission par un clerc. Un clerc qui s'appelle Maître Allegrine, qui les a envoyés en mission pour rechercher un crâne, une relique, le crâne de Sainte Josiane, qui a été volé dans son temple. Et le clerc en question les a fait venir. Alors on peut imaginer qu'il y a déjà eu une scène dans ce temple hein, où ils ont discuté, tout ça. Parce que le but, encore une fois, c'est de faire du jeu de rôle. On se sert des figurines parce que c'est sympa, et ça va servir pour les combats, mais on fait du roleplay. Et il leur a dit qu'il fallait absolument retrouver le crâne de Sainte Josiane parce qu'il en avait la garde et que si les gens du village se rendent compte que le crâne a disparu, il va avoir des problèmes. Donc il leur a dit, on m'a fait du chantage, on m'a demandé une somme hallucinante pour récupérer le crâne. Je n'ai pas cette somme. J'ai par contre un petit peu d'économie que je veux bien vous donner si vous allez à l'endroit prévu du rendez-vous pour récupérer le crâne de Sainte Josiane. Ils y sont allés, ils l'ont récupéré parce qu'ils sont comme ça. Donc là, on peut imaginer qu'il y a déjà eu au moins 2 scènes. Une scène dans le temple. Ou d'ailleurs non, peut-être d'ailleurs chez eux, dans leur quartier général, hein, peut-être que le clerc est venu les voir là-bas, accompagné de son petit... il a une sorte d'aide, un gars, un gnome en fait, qui est une sorte d'homme à tout faire qui le suit, et qui est venu les voir, qui leur a proposé la mission. Eux, ils se sont rendus dans le lieu indiqué, ils ont trouvé qu'en fait, il y avait des entrées de souterrains, et ils sont tombés sur des bandits, à qui ils ont potentiellement mis une raclée, et ils ont ramené le crâne. Et le clerc leur a donné rendez-vous à l'extérieur du village parce qu'il dit il faut pas que les gens sachent que ce truc a disparu, et je vous donne rendez-vous quand vous l'aurez récupéré tel jour. Vous venez un peu à l'écart de la route, là il y a une route, vous allez voir, il y a de quoi faire un petit campement, et je viendrai vous retrouver pour récupérer le crâne et vous donner votre argent. Donc là, ils sont arrivés, on est de nuit, alors ça se voit pas parce que j'ai mis de la lumière, mais on va dire qu'on est de nuit, donc elle est dans sa tente, et eux, ils sont d'ailleurs... Les gars se mettent ensemble dans la tente, ils respectent la barbare, vaut mieux d'ailleurs, sinon elle se foutra en colère. Et donc le nain a choisi de monter la garde. Donc il attend de voir si quelqu'un arrive, et à un moment, il entend un bruit. Donc le maître de jeu va dire à un moment... T'entends un bruit, et alors c'est vers où? Bah c'est par là, il y a un truc, donc éventuellement le joueur peut déplacer son perso, dit je vais voir ce qu'il y a, et là on lui dit tu vois arriver comme ça dans la pénombre le petit gnome
qui est l'assistant de maître Allegrin, et qui vient te dire qu'il vient de la part de maître Allegrin récupérer le crâne. Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, il y a plein de choix possibles. On peut imaginer que là, je me le fais à ma sauce. Hein. Après, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans une idée de scénario, ce qui pourrait se passer, c'est qu'ils pourraient être étonnés de voir arriver ce personnage et pas de voir arriver le prêtre. Je pourrais par exemple demander au nain de faire un test de perception pour voir s'il perçoit quelque chose de particulier. Jusqu'à se rendre compte, en fait, à un moment, que ce personnage, ce gnome, a quand même des intentions, des mauvaises intentions, et d'un coup de sifflet, fait surgir de derrière les 2 rochers qui sont là, 2 brutasses qui étaient accroupis derrière les rochers, brutasses qui sont tirées de Claustrophobia, le jeu Claustrophobia. Je vais jamais arriver à le dire ça. Le jeu Claustrophobia, voilà. Donc, ils sont bien impressionnants, 2 grosses brutasses, et le nain comprend que, visiblement, le gars a pas des bonnes intentions et veut récupérer le crâne de Sainte Josiane pour lui. Enfin, il y a un truc un peu bizarre. Donc, il leur dit de venir. À partir de là, on passe en mode combat. Donc, le nain, par exemple, va appeler ses copains, va dire les gars, je vais demander ce qu'il fait aux joueurs. Je vais dire que fais-tu? Donc, il peut décider de se battre tout seul. Au bout d'un moment, ça va faire du bruit. Les autres vont se réveiller. Il peut aussi dire j'appelle mes camarades. Et donc là, tout le monde va lancer son jet d'initiative. Et on va voir donc à l'ordre on joue. Alors, sachant que pour les joueurs, ça sera individuel. C'est là que je modifie un peu la règle de combat. On va pas être dans un truc joueur maître de jeu. On va être dans un truc par rapport un tour de jeu par rapport à l'initiative. Maintenant, chaque figurine n'aura pas d'initiative. Toutes les mêmes types de figurines auront la même initiative. Donc je jette qu'un dé d'initiative pour les 2 gars là, un pour le gnome, et puis après on voit. Et donc après, le combat se déroule en fonction de l'initiative. Mes gars, imaginons, c'est pour ça on peut aller très vite en fait dans la... Même si j'ai rien préparé là, je dis allez, ça ressemble un peu à des orques, allez boum, ils vont avoir 8 de mouvement, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, et je vais leur filer quand même 2 points de vie parce qu'ils sont très balèzes. Donc, imaginons qu'ils ont l'initiative avant eux. Alors, l'initiative, c'est le seul truc sur lequel il va falloir que, pour les monstres, je rajoute rapidement une petite caractéristique, en tout cas mentalement, puisque peut-être que pour l'initiative, je lancerai... Je sais pas encore, en fait. Puisque moi, pour mes héros, c'est basé sur la perception plus 1 des 6. Donc, par exemple, le nain, là, que je viens de créer, Raoul... J'ai fait un 5, donc il a 5 en perception, donc il aurait une initiative de 10. Alors je peux partir sur une base où j'en 2 dés pour les monstres, mais par exemple, là, imaginons, pour les 2, là, leur initiative, ça serait 7. Donc il agirait avant les... Je peux partir peut-être sur 2 dés pour les monstres. Ça dépend des monstres, en fait, aussi, évidemment. Faut voir. Comme j'aurais normalement préparé à l'avance... mes monstres, je pourrais leur donner peut-être une valeur de perception aussi, plus ou moins haute en fonction de à qui j'ai affaire. Le gnome un peu plus haut peut-être. Le gnome qui ira plus vite aussi. Il aura un mouvement un peu comme le gobelin. Donc le gnome, imaginons que le gnome est une grande initiative, je le ferai barrer en courant donc en déplacement, le gobelin il a 10 cases, donc je le ferai barrer de 10 cases. Imaginons que c'est lui qui commence à jouer. Donc il fout le camp. Eux, ils viennent par là. Il fout le camp, mais pas trop loin quand même. Il reste un peu à l'arrière pour encourager ses troupes. Imaginons qu'après, ça soit eux qui jouent. Donc ils se rapprochent du nain. Imaginons qu'ensuite, au niveau de l'initiative, ça soit l'elfe qui est l'initiative la plus haute. Donc il va sortir. Hein. L'elfe en mouvement, il a combien, on a dit? Il a 8, comme tous les héros, je suis bête. Donc il sort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'en fait, il va tirer une flèche à celui-là. Donc ça, je sais même pas, il doit y avoir sûrement dans les objets, dans les équipements, combien de dés on jette pour un arc et tout ça. Mais là, par exemple, c'est un arc court, donc moi je dis qu'il jette 2 dés.
voilà, il jette 2 dés de dégâts, tout simplement. Et s'il est à moins... Alors, je pense que je vais quand même faire une question de portée. L'arc, il peut porter jusqu'à 12 cases, ce qui est pas mal quand même, hein, parce que si on part de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ben voilà, en fait, j'avais même pas fait gaffe, mais c'est la largeur de la feuille, là. C'est même peut-être pas beaucoup, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça dépend des arcs. Peut-être que l'arc court, il va faire 12 cases. Voilà. Par contre, si on est à 6 ou moins, donc là, 1, il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pile, on y est bien là. Donc c'est toujours 2 dés. Mais on peut, là il n'y a même pas besoin, mais il pourrait choisir d'en relancer un. Voilà, ça sera un bonus en fait, comme il est pas trop loin. Par contre, si on est adjacent, ça serait qu'un dé, parce que c'est plus difficile. Donc là, il toucherait aussi. Donc il est trop balèze ce mec. C'est un elfe balèze. Donc à 6 cases et plus, on lance 2 dés, tout simplement comme ça. Donc là, il aurait une touche. Et à 6... non, pas 6 cases, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? 6 cases et plus. Non, alors il faut que je fasse... je sais pas, si je fais 6 et plus... Et si c'est moins de 6, ouais, peut-être. À voir. Bon, ça, c'est des détails, quoi. Là, de toute façon, j'improvise, hein. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple? 1, 2, 3, 4. Ouais, jusqu'à 6 cases, on va dire. C'est 2 dés, et il peut en relancer un. Au-delà de 6 cases, c'est 2 dés, mais il n'a pas le droit de relancer. Donc là, de toute façon, il n'a même pas besoin de relancer. Donc l'autre va se protéger. C'est un gnome, il est petit quand même. Donc on va quand même lui donner 2 dés de défense. Puis c'est un arc, donc on lui accorde 2 dés de défense, boum, et il se protège de 1, voilà, d'une des 2 attaques. Donc imaginons qu'il est, on va dire c'est un petit boss, c'est un mini-boss, quoi, même si c'est un personnage pas très puissant, on va lui donner 2-3 points de vie, donc il est pas tout à fait mort, mais déjà il a mangé une flèche dans le fion, parce qu'on peut supposer qu'il est de dos en plus, donc voilà. Et là, je trouve qu'on visualise très bien ce qui est en train de se passer. Donc là, pareil, la barbare ensuite va sortir, elle va commencer à taper. Alors elle, en plus, non, là d'ailleurs, on voit bien, ils sont pas au même niveau. Donc elle peut pas taper. Il va falloir qu'elle fasse le. Là, on voit bien qu'il y a un dénivelé. Donc lui, il est au-dessus. Il peut pas la taper non plus. D'ailleurs, il pourrait à la limite sauter pour y aller. Mais là, il est en haut et il la nargue. Donc l'autre, elle est obligée de bouger jusque là pour arriver à un ennemi. Et alors, ce qui peut être sympa dans ce truc-là, c'est qu'à un moment, par exemple, la situation, imaginons que nos héros aient le dessus sur ces 2 gaillards, il peut arriver un moment où l'autre va pousser un hurlement pour appeler du renfort, et là, nous avons un bruit derrière eux, en fait, ils ne savaient pas, mais quelqu'un est arrivé par l'autre côté, en poussant un hurlement, et nous avons... Donc ce genre de personnage qui peut arriver sur le plateau de jeu. Donc là, on a affaire à un cyclope avec une énorme hache. Donc c'est un gros... non, c'est un cyclope. Oui, il a qu'un œil, c'est un cyclope. Un gros personnage de Advance HeroQuest aussi. Alors l'avantage, c'est que voilà, quand on a plein de jeux, on a plein de figurines. Donc on peut vraiment faire des trucs sympas. Et donc il va arriver là. On va l'appeler Gort, par exemple, au hasard. Donc hop, qui va sauter là, et ensuite, voilà, il va y avoir combat pour essayer de récupérer le crâne de Sainte Josiane. Et ensuite, éventuellement, suite du scénario, si les héros s'en sortent sans trop de dégâts, ils vont retourner au village, essayer de comprendre ce qui s'est passé, peut-être trouver le cadavre du clerc dans son temple, et ainsi de suite. Voilà le début d'une petite aventure, le début, milieu, fin, enfin ce qu'on veut, quoi. Peut-être qu'ils vont le garder pour eux, d'ailleurs, ce crâne, ce qui fera un artefact, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionnerait. Et donc là, on serait plutôt dans une phase axée combat, mais ensuite on peut très bien, comme j'ai dit, trouver, alors là je sais pas si je vais trouver ça tout de suite, mais là je vais pas avoir ça là tout de suite, mais j'ai des décors qui représentent des maisons, je peux très bien faire une scène juste de dialogue dans une maison, ou de fouilles, ou d'énigmes, ou de choses comme ça. Le tout, c'est, je pense que il faut vraiment le préparer comme une succession de petites scènes
à jouer comme ça successivement, en laissant quand même un peu de liberté aux joueurs, hein. Mais je crois que vu la simplicité du truc, en plus, on peut improviser rapidement quelque chose qui serait pas trop ni déconnant, ni comment dire complètement. Je trouve pas le mot que je cherche, mais euh, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que un système de jeu, il peut très rapidement poser problème si la mécanique est pas adaptée. Mais c'est pas ça que je cherche comme mot et je vais pas le trouver. Donc c'est pas grave. En tout cas, là, vu la simplicité du truc, je pense voilà, il y aura pas de souci particulier pour même improviser assez rapidement quelque chose si on voit qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Ça peut marcher assez bien. Donc, voilà une idée de petit jeu de rôle light. Alors, il faut quand même avoir un peu de matos parce que l'idée, c'est le côté matériel qui est intéressant. Parce que tout ça, à la limite, on pourrait le faire sans toutes les figurines et sans tout le matériel, mais c'est pas la même chose. Ça ne proposerait pas exactement la même expérience. Et puis dans ce cas, on peut se tourner carrément vers. Il y a des jeux de rôle d'initiation, hein, ça existe, donc on pourrait se tourner vers ça. Mais je pense que l'intérêt de ce truc-là, c'est pour commencer, on n'est pas vraiment complètement dans le jeu de rôle, on reste dans quelque chose qui permet de bouger des pièces, des figurines, avec des règles simples, et qui petit à petit permet de mettre un pied vers du roleplay. À partir du moment où le maître de jeu, je pense aussi, lui, incite un petit peu à ça. Donc ça peut être assez cool. Voilà. Donc, en deux parties, voilà un peu ce que je voulais présenter. Ça y est, j'ai trouvé le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est déséquilibré. Voilà, le déséquilibre, le problème de l'équilibre. C'est quand même super important de proposer quelque chose qui soit équilibré, qui n'est pas des mécanismes qui soient trop en faveur des joueurs ou trop en faveur du maître de jeu, sachant que moi, ma conception, mais c'est la conception de tout le monde aujourd'hui, le maître de jeu, c'est pas un adversaire hein, pour les joueurs de ceux qui jouent les personnages. Tout le monde joue ensemble en fait. C'est pour ça qu'une partie du jeu de rôle, il faut l'adapter pour que tout le monde s'amuse. Parce que c'est trop frustrant sinon, c'est pas intéressant. Il faut à la fois qu'il y ait un petit peu de difficulté, qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des épreuves, des choses à surmonter, c'est important. Par moment, il faut qu'il y ait des petits moments de tension, voilà, mais il faut pas que les joueurs soient découragés, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils aient à la fin de la partie l'impression d'avoir réalisé quelque chose, quoi. Donc, je pense qu'avec ce que je viens de présenter là, très simplement, ces règles très très simples, on peut faire un truc sympa. Et donc, comme je disais, là on était sur du combat, hein, mais on a vu ça marche très bien en fait. On peut, alors là j'ai même pas tenu compte, mais on peut tenir compte aussi des couvertures avec ça. Enfin bon, voilà, ça après on voit quoi, on adapte. Mais je pense qu'avec ça, on est pas mal avec ce système-là. Par exemple, s'il mange un truc empoisonné, bah, il faut un test de constitution. Alors, si c'est très empoisonné, bah, on va dire ça sera un test à 12. Donc lui, il va manger, il va prendre, parce qu'il peut pas obtenir 12 avec un D6. Bah, voilà, on fait un test à 10, quoi, par exemple. On voit en fonction du niveau de nos joueurs, quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait quand même une trop grande disparité, qu'il faut les laisser monter tranquillement, se faire plaisir en montant un peu leurs caractéristiques, mais voilà, il faut pas non plus les laisser balancer des points trop là-dedans. Bon, on va voir si ça marche, peut-être j'essaierai, je verrai, encore une fois, le but ça s'adresserait plutôt à des gens qui ont jamais trop joué au jeu de rôle, donc à voir ce que ça peut donner. Je vais m'arrêter là, et puis peut-être qu'on se reverra dans une vidéo un de ces jours. Ciao.